Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos vies. Donne-nous ta lumière, donne-nous ton amour. Que nous puissions marcher dans ta vérité, accomplir ta volonté, transformer le monde pour que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est la dernière, donc elle sera, je vais faire un peu plus court, pour que vous sortiez quand même pas trop tard. Et puis pour ceux qui veulent, il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, vous vous souvenez vraiment des 3 choses qui vont faire qu'un mouvement est possible, qui vont faire que quelqu'un va vraiment avoir du leadership. C'est la vision, c'est l'équipe, et c'est le sentiment d'appartenance de tous ceux qui vont participer au mouvement. Ça, c'est vraiment ces 3 choses-là. Il y en a une qui manque, là, c'est foutu. Ou il y en a une qui manque de force, et finalement, ça n'ira pas plus loin. Donc, on a vu la vision, on a vu la diffusion de la vision, donc ça touche vraiment l'appartenance, même s'il il faudrait développer encore beaucoup. Et là, je voudrais juste voir un peu avec vous, justement, la nécessité et la force de l'équipe. Un bon leader, ça doit être quelqu'un qui sait travailler en équipe, qui travaille en équipe. Ouais. Et ça ne veut pas dire travailler en équipe, ça ne veut pas dire se répartir, ça ne veut pas dire se répartir le travail. Oui. Il y a une manière de faire. Une fois dans un prieuré, ça m'est arrivé comme ça. On dit qu'on veut travailler ensemble. Ok, donc on est sur une paroisse, toi tu t'occupes des mariages, moi je m'occupe des malades et toi tu t'occupes des enfants. Mais ça, c'est pas travailler ensemble. Ouais. Ça, c'est permettre à chacun d'être le chef là où il veut. Et finalement, surtout, ne viens pas marcher sur mes plates-bandes. Ouais. Donc ça, c'est pas de la coopération. La coopération, ça implique que on va travailler ensemble à la même vision, qu'on va pas avoir les mêmes responsabilités, mais par contre, on a des responsabilités qui font que toi, tu as quelque chose à voir là où je suis, et moi, j'ai quelque chose à voir là où tu es. Donc, voilà, allez-y, s'il vous plaît. La première chose, c'est que l'équipe doit être un soutien pour le leader. Un leader qui n'a pas d'équipe, au bout d'un moment, il va faire, une surcharge de stress ou de dépression ou de quelque chose comme ça. Et nous, moi je connaissais des gens sur qui on s'appuyait profondément. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on n'y peut rien. On est un homme, on est fatigué, on est stressé, surtout si c'est des grands projets. Et du coup, paf, à un moment où on se fait avoir. Ouais, donc ça, c'est capital. J'ai besoin d'une équipe qui prenne soin de moi, j'ai besoin d'une équipe qui me soutienne. Ensuite, j'ai besoin d'une équipe parce que il n'y a pas de leader parfait. Ça, je dois être très clair. Même si c'est moi qui suis leader, je ne suis pas parfait. C'est pas possible. Donc j'ai besoin d'autres qui me complètent, qui me corrigent, pour que, pour ne pas diminuer la vision. Vous voyez, surtout si en plus c'est la vision de Dieu. Sinon, finalement, ça reste à ma taille et ça reste centré sur moi. Ensuite, voilà, cette équipe, elle permet de voir que
ce qui compte, c'est la vision, c'est la mission, c'est pas moi. Vous voyez, c'est pas le père machin, le truc où là vous avez un groupe de fans. Ah, ça c'est différent, c'est des gens qui vous aiment bien. Mais ça c'est pas un mouvement, vous voyez. Quand je m'occupe du renouveau, si le renouveau dit ah le père Jean-Max, waouh, 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 c'est très bien, ils m'aiment bien, c'est des gens sympathiques. Hein. Mais ça veut pas dire qu'on va quelque part. Et une force de démultiplication, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je ne peux pas tout faire tout seul. Au début, j'ai tendance à penser ça, au début j'ai de la force, au début, mais rapidement je ne peux pas suffire à la demande. Et si j'essaye de le faire tout seul, je vais limiter la croissance. Ouais, ce qu'on voit par exemple dans la congrégation chez nous. C'est que si la congrégation ne décentralise pas, et bien en fait, au fur et à mesure, on peut plus accueillir d'autres frères. C'est comme si on a besoin de déléguer pour que ça puisse aller. Vous voyez, dans une paroisse, c'est pareil. Si c'est le curé qui doit donner le sacrement des malades, alors il doit donner le sacrement des malades, mais si c'est lui seul qui doit faire ça, eh ben, il ne va jamais pouvoir s'occuper de toute sa paroisse. Il va avoir besoin de personnes qu'il va déléguer pour préparer les malades, pour visiter les malades, et lui, de temps en temps, il viendra, paf, donner l'onction des malades. Vous voyez, mais tout le reste, il peut le déléguer. C'est pareil pour l'enseignement, c'est pareil pour plein d'autres choses. Vous voyez, tout seul, vous voyez, c'est les cours alpha, par exemple. Les cours alpha, c'est quelque chose d'impressionnant. Parce que quand nous, on allait évangéliser les frères, on a évangélisé, et forcément évangéliser, ça veut dire parler à une personne, ça veut dire toucher son cœur, ça veut dire devenir son ami, ça veut dire lui parler de Jésus. Donc vous imaginez l'investissement en temps par personne, pour que ça soit une vraie évangélisation et pas un truc de n'importe quoi. Mais si je fais ça, si moi comme curé, c'est moi qui fais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma paroisse, il y aura 5 ou 10 nouvelles personnes qui connaîtront Jésus chaque année. Et encore, si j'ai de la chance. Si, au contraire, je forme mes paroissiens pour qu'ils puissent être évangélisateurs, sans que ça les effraie. Alors vous imaginez, si chacun de mes paroissiens est évangélisateur, mais ça veut dire que chaque année, si j'ai 300 paroissiens, chaque année, je peux avoir 300 personnes qui arrivent. Si c'est seulement un par personne. Vous voyez? Donc, il y a quelque part où, si vous voulez, pour l'évangélisation, pour la diffusion, il faut que je démultiplie. Ça, c'est capital. Donc, là, ça va être le rôle du premier suiveur et du modélisateur. Ça veut dire que quand je suis leader, généralement je suis intuitif. C'est-à-dire que je sens les choses. Je sens ce que les autres ne sentent pas, je vois ce que les autres ne voient pas, j'arrive à trouver des solutions géniales là où tous les autres sont restés à regarder le mur sans rien trouver. Mais tout ça, c'est super intuitif. Et en plus, comme c'est intuitif, ça veut dire que les autres n'arrivent pas à voir comment je fais pour voir ça. Les autres n'arrivent pas à comprendre ce que je veux dire. Vous voyez, la première fois qu'on parle de la Lumen Valley, les gens qu'on leur dit « Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait à la Lumen Valley ?» Ils nous disent « Ah ok, donc vous vous occupez des jeunes, et puis après un peu d'écologie, et puis ça. » Alors on dit « En fait, non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est pas ça qu'on fait. » Vous voyez, mais eux, c'est ça qu'ils voient. Après, il va falloir tout un travail pour que justement leur dire non, si c'est génial, c'est parce qu'on ne fait pas ça, c'est parce qu'il y a une intention derrière. Ouais. Mais comme ils ne peuvent pas l'avoir au premier abord, sinon ils auraient déjà eu l'idée, ça veut dire qu'il y a tout un travail, vous voyez, pour donner cette vision, qu'elle ne soit plus aussi intuitive, mais qu'elle devienne plus... plus rationnelle, qu'elle devienne plus organisée, qu'elle devienne plus pérenne, qu'elle devienne finalement quelque chose dans lequel les autres vont pouvoir rentrer. Parce qu'au début, pour rentrer, il va falloir avoir un lien avec le leader. Sinon, je ne vais pas arriver à lui faire confiance.
petit à petit, je dois pouvoir rentrer dans la chose sans avoir un lien direct, total, immédiat d'amitié avec celui qui est à la tête. Alors je voudrais vous faire passer une petite vidéo, vous allez voir, assez géniale. Celle-là. Alors, juste avant de commencer, vous allez voir, le rythme est soutenu et les sous-titres aussi. Donc, préparez-vous psychologiquement. Le titre, donc, c'est « Comment lancer un mouvement ». Ouais. Ah oui, c'est par là. Ah. Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parece ridículo, pero lo que hace es tan sencillo que es casi educativo. Vous voyez, ça c'est Un factor le clave gars que qui est sea fácil leader. de seguir. Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial, muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoge como un igual. Ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderazgo. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor, es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son dos locos, ahora es una multitud, y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público, y el público no debe ver solo al líder, es necesario ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan dos más, y otros tres inmediatamente. Hemos conseguido el impulso. Es el momento crucial, ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaban mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar, no parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados si no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gira alrededor del movimiento, no de ti. Que sea en público, que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un loco al líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dicen que todos debemos ser líderes, pero si fuera así, no tendría eficacia. Voilà, donc vous avez vu, c'est impressionnant. Un gars qui se dandine tout seul, et puis à la fin, c'est toute la foule qui vient, et ceux qui viennent pas, qui ont même peur d'être ridiculisés. Alors que il n'y aurait pas eu le premier, tout le monde serait resté assis en disant « mais celui-là, il est ridicule, quoi. Hein ». Et parce qu'il y en a un autre qui s'est mis dedans et qui a attiré un autre et que finalement, ça a fait un... Donc en fait, c'est exactement ça. C'est qu'il y en a un qui a la vision, mais les autres sont incapables de comprendre derrière. Un autre qui arrive, qui lui est capable de comprendre, est capable de montrer justement que en fait, c'est pas un fou, mais que quelqu'un de normal peut arriver à faire ça, et que c'est pas si bête que ça, et qu'en fait, ça peut même être intelligent. Et à ce moment-là, là, tout le monde peut arriver. Et c'est là où ce qu'il disait dans la leçon, c'est que finalement, sans ce premier suiveur, le leader ne pourrait pas être leader. Et que si on était tous leaders, en plus, ça serait, vous voyez, c'est justement ça serait le choc des égos. Chacun fait son truc de son côté, alors que là, il y en a un qui accepte justement de se mettre au service d'une vision d'un autre et en fait de lui donner ce que le premier ne peut pas lui donner. Vous voyez ?
Donc ça, c'est pour ça que c'est capital dans un... comment dire, dans un... Quand je veux créer un mouvement, vous voyez, d'avoir cette... Ah, attendez, pardon. Voilà. D'avoir ces personnes dans mon équipe, vous voyez, parce que en tant que leader, normalement, je n'aurai pas les deux possibilités à la fois. Comme leader, forcément, je serai un peu extraordinaire parce que justement, il y a des choses que je vois que les autres ne voient pas. Et il faut que les autres puissent voir que non, tels qu'ils sont, eux, ils peuvent très bien rentrer dedans. Et qu'en plus, c'est rationnel, c'est raisonnable. Alors ensuite, comment former l'équipe? Alors là, une des premières choses qui est capitale, c'est de commencer par ceux qui sont proches et impliqués. Et ne pas commencer par ceux avec qui nous sentons le plus d'affinité. Ça, c'est capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans une paroisse, mais si vous voulez faire quelque chose, vous devez gagner le curé. Tant pis, vous devez voir comment vous devenez son ami, vous devez voir comment vous parlez avec lui, vous devez voir comment vous pardonnez, vous devez voir comment vous trouvez une manière de marcher ensemble. Mais vous savez que ça, c'est pas possible. De faire quelque chose dans une paroisse sans le curé, c'est pas possible. Donc là, il va falloir de voir comment on va s'arranger et comment petit à petit, peut-être par notre amitié, peut-être par notre franc-parler, peut-être par notre soutien, enfin on n'en sait rien, mais comment on va le laisser parce qu'on ne peut pas ne pas passer par lui. C'est pareil, vous voyez, quand nous on a commencé la rénovation paroissiale au Mexique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait quelques paroissiens qui m'ont poussé, qui m'ont convaincu, donc je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis j'ai dû aller vite, donc j'ai pas pu mettre tout de suite les frères qui étaient impliqués dans le mouvement. Donc eux, ce qu'ils ont vu rapidement, c'est qu'il y avait il y avait plus de travail, il y avait plus de réunions, il y avait plus de etc. Qu'en plus c'était mon histoire et que c'était mon affaire et que eux, je leur avais pas demandé leur avis, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on s'est retrouvés au bord de l'éclatement parce que on était les trois impliqués dans la même paroisse, travaillant sur la même chose, mais moi j'avais une vision d'un côté et eux ils n'en faisaient pas partie, et alors que d'autres paroissiens en faisaient partie, et que ces paroissiens me tiraient et finalement ils m'éloignaient des frères avec qui je travaillais. Donc ça, c'était pas possible. Donc à un moment, on a dû s'arrêter, on a dû s'asseoir et dire, moi je leur ai dit, écoutez, frère, si vous voulez pas, on le fait pas. Parce que moi je peux pas le faire tout seul. Et on peut pas être divisé sur cette chose-là, et on peut pas faire qu'après moi, ça casse. Donc, on discute, si vous n'êtes pas d'accord, on arrête. Il vaut mieux qu'on arrête maintenant, plutôt qu'on arrête quand ça sera déjà bien lancé et tout. Et là, on a commencé à discuter, donc, les frères ensemble, et finalement, en se mettant d'accord sur les modalités, ils ont vu que moi, je ne voulais pas leur imposer les choses, que vraiment, je pensais qu'il y avait quelque chose d'important et qui venait de Dieu. Eux, ils voulaient pouvoir participer, avoir leur mot à dire, etc. Et finalement, en trouvant la manière de s'y mettre, on s'y est mis les trois, et ce qui a fait qu'après, mais c'est toute la paroisse qui est partie. Parce que si les trois curés étaient d'accord, mais ça arrache tout. Vous voyez, donc c'est pareil. Vous voyez, je peux pas, si je suis directeur, je peux pas passer par un sous-directeur pour faire quelque chose. Non, il faut quelque part que je vois comment je vais gagner ceux qui sont juste en dessous de moi ou ceux qui sont juste au-dessus de moi. Vous voyez, parce que ceux-là, je ne peux pas en faire l'économie. Les autres, après, vous voyez, ceux avec qui je sens plus d'affinité, ah très bien, je les inclus. Voyez, mais il ne faut pas que je les fasse passer avant ceux qui, de fait et de droit, doivent être inclus. Hein. Ensuite, il y a une autre chose qui est capitale, c'est que pour faire partie d'une équipe, il y a des choses qui sont non négociables. Ouais. Sinon, on retourne en arrière.
Voilà. Sinon, vous allez devenir fou comme leader. Vous voyez, c'est la première chose, c'est l'unanimité sur la vision. Si vous dites, voilà, moi je veux faire de la paroisse universitaire justement le berceau des prochains dirigeants, je veux que les gens s'entraident, je veux que les anciens étudiants pensent à comment ils étaient quand ils étaient étudiants et qu'ils ne laissent pas leurs anciens, enfin les nouveaux étudiants dans la même précarité que eux ils ont connue. S'il y a quelqu'un qui me dit, ah non, 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 moi, pas question de partager les choses avec les étudiants, bon, bah là, je dis, dans ce cas-là, c'est bien, hein, tu peux faire partie de la paroisse, mais tu ne vas pas pouvoir faire partie de l'équipe qui va diriger tout ça, ça c'est sûr. Si tu penses que l'apostolat c'est bien, mais ce qui est important c'est l'évangélisation c'est bien, mais que l'important c'est d'entretenir les bâtiments, bah, c'est pareil, tu ne vas pas pouvoir faire partie du CPAE. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est pas des bâtiments. Ce qu'on veut, nous, c'est que l'argent, il nous serve à construire le règne de Dieu. Les bâtiments, c'est une manière. Mais après, il faut que cet argent, il nous aide à aider les pauvres, il nous aide à construire les cœurs, vous voyez, les vies. Donc ça doit être capital. Ensuite, la complémentarité. Ça veut dire qu'il faut absolument que dans votre équipe, vous ayez des gens qui ne soient pas comme vous. Vous pouvez en avoir un ou deux qui vous ressemblent, etc., mais qui vous donnent un coup de, j'allais dire, qui vous soutiennent. Mais il faut qu'il y en ait d'autres qui aient les capacités que vous n'avez pas. Donc, si vous arrivez à communiquer très bien, mais que par contre vous n'arrivez pas à faire le suivi, il faut forcément que vous ayez quelqu'un qui fasse le suivi. Vous voyez ? Parce que sinon, votre truc, ça va être un chaos. Et au bout d'un moment, toutes vos idées seront géniales, mais ça sera tellement une pelote emmêlée qu'il n'y a plus personne qui va s'y retrouver. Tout le monde va s'énerver. Donc, il faut absolument, voilà, une complémentarité des forces. Ensuite, une saine confrontation, une confiance mutuelle. Donc ça, c'est pareil. Ça repose sur la vision et sur la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on peut se dire les choses sans le prendre personnellement. Vous voyez, si vous avez quelqu'un, chaque fois qu'il y a un conseil paroissial, qui prend les choses personnellement et qui devient l'ennemi, voilà, vous ne pouvez plus rien faire. Il faut savoir que non, l'autre a quelque chose à dire qui peut être intéressant pour notre projet, même si c'est différent de moi. Donc, il faut que je sois capable d'écouter ça. Et puis, la conscience de sa fragilité. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui vient et qui sait tout, ça, c'est une plaie dans l'équipe. Parce que le gars qui sait tout, et bien finalement, on se demande pourquoi il a besoin d'une équipe d'ailleurs, parce qu'en fait, il sait tout. Donc vous voyez, ça stérilise tout le travail de l'équipe. Donc là, je vous ai mis une des choses très fortes et très belles de Patrick Lencioni, qui est un grand entrepreneur américain, catholique, et qui a essayé de justement voir comment construire une équipe. Donc je ne m'attarderai pas beaucoup, mais c'est quelque chose de très beau, très fort. C'est-à-dire que la première chose qui tue une équipe, il va appeler ça les 5 dysfonctionnements d'une équipe. C'est-à-dire la première chose, c'est quand il n'y a pas de confiance entre les gens. Quand il n'y a pas de confiance entre les gens, du coup, chacun reste dans son coin, fait attention à ses propres intérêts et a toujours une méfiance par rapport aux autres. Donc là, on ne peut rien construire. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est commencer à construire une confiance entre les personnes. Une confiance en voyant, par exemple, que quand l'autre est passionné comme moi pour la vision, déjà je commence à avoir plus confiance en lui. Je sais qu'au moins, lui aussi, ça l'intéresse. Si on peut parler librement, personnellement, et pas seulement de boulot, etc., que je connais sa famille, etc., c'est pareil. Ça va m'aider carrément à avoir confiance en lui. Si on peut trouver des choses qu'on a en commun, si on peut arriver à par exemple, avoir aussi quelqu'un qui est spirituel. Quand je vois quelqu'un qui est spirituel, qui cherche Dieu, etc., ça va m'aider à penser que, normalement, il ne va pas réagir de n'importe quelle manière. Vous voyez ? Donc, il va falloir qu'on voit comment construire cette confiance. Ensuite, je vais dire, le problème,
on peut avoir confiance les uns dans les autres, on sait qu'on est tous là pour la même chose, etc. Mais en fait, on va avoir peur de se confronter. Donc c'est là où ce que disait le Père Malone tout à l'heure, vous voyez, il faut que chacun puisse admettre sa vulnérabilité et puisse avoir une saine relation finalement à la confrontation. Savoir que c'est pas mes idées contre tes idées, c'est qu'en fait on cherche un chemin. Donc qu'est-ce que toi tu peux apporter comme pièce et qu'est-ce que moi je peux apporter comme pièce, et si ces deux pièces ne s'imbriquent pas, comment on peut raboter un peu chez moi, raboter un peu chez toi, pour que finalement on arrive à trouver quelque chose, un puzzle où voilà, se dessine le chemin qu'on veut faire ensemble. Ensuite, c'est l'absence d'engagement. Pourquoi ? Parce que si je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire parce que j'ai peur que l'autre me rentre dedans, bah du coup, quand on va prendre une décision, je vais dire, bah en fait, c'est eux qui l'ont prise. Hein, c'est lui qui l'a prise, il a voulu, maintenant il assume. Vous voyez ? Alors que si j'ai pu dire ce que j'avais à dire, qu'on m'a écouté, qu'on a essayé de voir, on a essayé de trouver un consensus, à ce moment-là, ce n'est pas les autres qui ont pris la décision. C'est qu'on a pris la décision ensemble. Ça veut dire qu'à ce moment-là, là, je vais pouvoir m'engager. Même si ce n'était pas exactement ce que je voulais, finalement, comme on a réfléchi ensemble, qu'on est arrivé ensemble à un accord, eh ben, j'avoue que là, je peux faire partie du trajet. Alors que si j'ai pas pu dire, on n'a pas pris en compte ce que j'ai dit, pourquoi est-ce que je vais aller prendre des coups pour un truc qui ne m'intéresse même pas ? Vous voyez ? Ensuite, vous voyez, le manque de responsabilisation. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider de le faire, mais finalement, les choses restent en l'air. Vous voyez, de temps en temps, on a ça dans les réunions. On dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On est tous d'accord. Hein. On a juste oublié un truc. C'est qui va faire ça et jusqu'à quand il a pour le faire. Vous voyez ? Et du coup, on arrive à la prochaine réunion, on dit il faut faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Et on dit il y a quelqu'un qui a fait, et tout le monde dit ben non, c'était pas toi qui devais le faire. Et à la fin, donc finalement, on a perdu 6 mois jusqu'à la prochaine réunion où on aura perdu 1 an. Vous voyez, parce que il faut que je puisse justement responsabiliser les autres, dire voilà, c'est à toi de le faire, et je puisse demander des comptes, parce que sinon, ça c'est une autre chose qu'on fait très bien dans les réunions. Vous voyez, on va dire bon, c'est toi qui fais, tu dois faire ça avant telle date, d'accord ? Et puis finalement, il y a autre chose qui arrive. Je ne sais pas, moi, par exemple, à la paroisse universitaire, j'imagine, il y a Covier qui arrive. Bon, on n'a plus le temps de voir ça au CPP, donc maintenant, on va regarder juste Covier. Donc tout ce qu'on avait décidé, tout là, pouf, c'est tombé dans l'oubli, non ? Et ça ressortira juste peut-être l'année prochaine. Non, ça veut dire qu'il faut un suivi. Il faut que, si on a décidé quelque chose, on a essayé, quelqu'un devait le faire, on a essayé qu'il y avait une date pour le faire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour rappeler ça. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? On dit, la dernière fois, c'est lui qui devait faire ça, pour cette date-là. Bon, on ne lui a même pas demandé. Maintenant, on me demande à moi. Bon, si je ne fais pas, c'est pas grave. Parce qu'à la fin, on ne me demandera pas. Et si on me demande, je dirais que l'autre aussi, il devait le faire. Donc, on ne lui a pas demandé. D'accord ? Donc ça, au contraire, pouvoir dire non, c'est tel pour telle date, et il doit y avoir un suivi. Avant de passer à quelque chose d'autre, on doit d'abord évaluer ce qu'on a fait. Et parce que sinon, quand justement je ne me sens pas vraiment responsable de faire les choses à temps et comme il faut, finalement, que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas vraiment mon problème. Vous voyez, c'est un peu, non, je vais dire ça d'une manière plus gentille. Vous voyez, ça peut passer parfois par la tête de ceux qui n'ont pas à se soucier de leur emploi. Vous voyez ? Par exemple, on pourrait dire dans une galaxie lointaine, ça peut passer dans la tête de fonctionnaires. Vous voyez, de toute façon, que je fasse ou que je fasse pas, l'État va payer. Que ça soit rentable ou que ça soit pas rentable, de toute façon, je suis assuré d'avoir mon salaire. Vous voyez ? Donc, finalement, à moi, qu'est-ce qui m'intéresse ? Ouais.
Alors que si au contraire, je sais qu'on compte sur moi, qu'il y a, j'allais dire, il y a soit de l'avancement, soit quelque chose où on va prendre en compte, où on va valoriser, etc., ce que je fais, et où on va me demander aussi des comptes si ça ne va pas, ben, là, je ne serai pas indifférent au résultat. Au contraire, ça m'intéressera. Et je ne serai pas simplement intéressé par mes résultats, sinon je serai aussi intéressé par les résultats des autres. Et pas simplement pour leur demander des comptes, mais aussi pour voir, mais finalement, qu'est-ce qu'on a pu faire ensemble. Et si, derrière tout ça, vous voyez, vous avez une vision qui est spirituelle, qui est de dire, mais je ne sais pas moi, on œuvre pour le bien du Togo, et qu'on voit que toi, tu as bien bossé, toi, tu as bien bossé, toi, tu as bien bossé, mais on aura quelque chose qui sera bien plus que l'argent qu'on aura gagné. Qui sera le fait de se dire, mais waouh, là on a fait quelque chose qui valait la peine. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de capital, vous voyez, dans les groupes. De voir, mais voilà, premièrement, si on ne construit pas la confiance ne vient pas seule. Ouais. Ça, c'est pas possible. Et c'est pas simplement parce que je suis à côté de quelqu'un pendant un bon bout de temps que je vais avoir confiance en lui. Non, la confiance, ça se construit. Et à partir de là, c'est là où je vais pouvoir mettre en place des structures qui vont permettre de partager, de se confronter sans s'offenser. Sinon, vous voyez, vous avez les réunions où les gens s'offensent. Ils disent des choses et à la fin, ça fait des clans, ça divise. Après, justement, des décisions où tout le monde se sent concerné, et puis enfin, justement, voilà, cette responsabilisation qui fait que, on est intéressé de savoir comment vont les choses. Vous voyez, on n'attend pas la prochaine réunion, dans 6 mois, pour savoir si on a avancé sur les choses. Non, ça m'intéresse de savoir, t'en es où? T'as des problèmes, tu veux un coup de main, ça marche, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez ? Enfin, le dernier point, déléguer. D'accord? Alors ça, c'est le point difficile. Ouais, pour tous les responsables, déléguer, c'est terrible. Pourquoi? Parce que justement, si c'est vous qui êtes leader, vous savez où vous voulez aller, comme c'est une intuition, vous le savez jusque dans les détails. Comment vous voulez que ça se fasse, comment vous voulez que ça se prenne, comment vous voulez que... Non. Et vous voyez les autres là, ils n'ont pas aussi bien compris et ils doivent faire. Et vous dites, mais non, ils vont massacrer l'idée du départ. Et pourtant, vous vous apercevez que là, vous ne pouvez plus tout faire tout seul. Alors, comment pouvoir déléguer? D'abord, pouvoir être sûr qu'on peut le faire. Ouais, parce que si vous déléguez et que c'est juste que ça envoie votre groupe ou votre entreprise ou votre pays dans le chaos, bah là, ça sert à rien. Hein. Faut être sûr que vous pouvez le faire. Là encore, va y avoir l'importance de la vision. Vous voyez, comment je vais pouvoir déléguer? S'il y a des gens qui sont passionnés par la vision, mais je sais qu'au moins ils y mettront toute leur force et toute leur intelligence. Vous voyez? Et c'est ça, vous voyez, si j'ai pas de vision, mais les gens qui travaillent avec moi, ils n'en auront pas non plus. Ils font et ils demanderont que je les paye. Par contre, si j'ai une vision, parfois, ils travailleront des heures supplémentaires sans rien me demander. Parce que ce qu'ils font, ça les passionne et en plus, ils savent que c'est pour eux. Mais ça veut dire qu'il faut que je leur permette de s'approprier la vision. Ouais. Il faut que... Ouais, pour que je puisse déléguer quelque chose, il faut que je dise à quelqu'un, mais il faut que je sente que tu es plus préoccupé par ça que moi-même. Si tu es plus préoccupé par la chose que je te délègue que moi-même, alors là, c'est déjà quelque chose où je sens que je vais pouvoir te confier la chose. Si je sens que, ouais, tu trouves que c'est pas mal, ouais, pourquoi pas. Mais alors là, je vais trembler avant de déléguer, ça c'est sûr. Donc vous voyez, ça veut dire qu'avant de pouvoir déléguer, il faut qu'on travaille, il faut qu'on parle, il faut qu'on puisse parler sur la vision et faire que, j'allais dire, cette passion monte. Sinon, la délégation va se passer mal. Ouais, je passe quelque chose qui me passionne, je le délègue à quelqu'un que ça ne passionne pas, ça va tomber, mais en même temps. Comme un soufflet.
Ensuite, il faut qu'il y ait des gens compétents. Ça, c'est sûr. Alors là, vous voyez, Leadership Pipeline, c'est quoi? C'est ce que faisait le père James. Hein, c'est-à-dire que je ne confie pas tout de suite une grande responsabilité à quelqu'un. Je commence par lui confier une petite responsabilité. Une fois qu'il l'a fait bien, je lui en confie une autre, et ensuite une autre, et ensuite une autre, jusqu'à pouvoir lui confier quelque chose là de vraiment, vraiment important. Vous voyez, je ne vais pas simplement me fier à un CV de quelqu'un qui dit que lui, il a les... Non. J'ai besoin de voir si ça marche et de savoir que cette confiance, j'en donne un bout, mais pour que j'en donne un autre bout, il va falloir la mériter. Il va falloir qu'on me montre que, vraiment, on est capable. Vous voyez, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, je ne peux rien confier, parce que je vois des gens que je ne connais pas, donc je ne peux pas leur confier. Ou alors, je leur confie tout, mais mal, parce que je leur confie tout d'un coup, alors que c'est des gens que j'ai jamais éprouvés, que j'ai jamais vu travailler, que j'ai jamais, etc. Et ensuite, voilà, le suivi, ça aussi c'est capital. C'est pour ça que le Père Étienne et moi, on est autant complémentaires. C'est que lui, il est très très fort pour la vision, et moi je suis beaucoup plus fort pour le suivi. Mais la vision sans le suivi, c'est mort. Et le suivi sans la vision, c'est même pas né. Donc, ensuite, voilà, déléguer. Alors là, je vais partager avec vous quelque chose qu'on avait fait à la paroisse universitaire. J'avais voulu déléguer des choses aux frères qui travaillaient avec moi. Parce qu'on avait trop de choses et parce qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Il fallait qu'on coopère, il fallait qu'on avance ensemble. Il y avait trop de travail pour moi. Et puis en plus, on voulait travailler ensemble. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réparti les choses selon à peu près les horaires. C'est-à-dire que moi j'avais par exemple le catéchisme en français, ça prenait tant d'heures de travail, de préparation, l'autre avait le catéchisme en espagnol, et à la fin on avait à peu près le même nombre d'heures de réunions, de travail, etc. Et ça a été une catastrophe, mais une catastrophe, ce qui fait qu'avec des frères de grande valeur, on a failli vraiment se chauffer fort. Du coup, l'année d'après, on s'est dit, mais on va faire quoi? Parce qu'on ne veut pas recommencer pareil. Et là, on a eu une intuition de génie qui était de dire, mais en fait, voilà, il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin que moi, comme curé, ça réagisse vite, exactement comme je veux, que si je change, ça change, que si je veux que ça aille comme ça aille comme ça. Et il y en a d'autres qui ne sont pas aussi capitales, aussi cruciales pour moi. Or, le problème, c'est que de temps en temps, quand je déléguais celle qui était cruciale, forcément, je demandais au frère de le faire. Lui, c'était pas aussi important pour lui, ou en tout cas pas aussi urgent, donc il prenait son temps, etc. À un moment, moi, j'étais complètement tendu parce que je voyais que ça se faisait pas comme je voulais, etc. Donc à un moment, je reprends la main et je dis, bon, ok, très bien, je m'en occupe, je fais. Et du coup, après, les frères me disaient, de toute façon, nous, on fait rien, parce que de toute façon, tu vas venir, tu vas nous changer les choses. Et je disais, oui, mais moi, je peux pas vous laisser faire ça, parce que sinon, je dors plus. Donc on s'est dit, voilà comment on va faire. Les choses qui sont cruciales, qui sont urgentes, et que je veux avoir complètement sous ma coupe, celle-là, c'est celle que je vais garder, et sur celle-là, c'est comme ça que ça va marcher. Par contre, les autres, là, je vais vous les confier. Je vous les confie avec quelques directives pour que ça aille dans le sens de la paroisse, mais c'est vous qui décidez. Par contre, s'il y a des problèmes, c'est vous qui assumez aussi. Parce que c'est pas le tout de dire, c'est moi qui prends la décision, et puis après, quand il y a des coups, de venir, mais le père, c'est lui qui est le responsable. Ah non. Hein? Et c'est ce qu'on a fait. Et alors là, ça a été un énorme soulagement. Ouais. Parce que, du coup, on savait bien ce sur quoi je devais respecter leur leadership, ils savaient bien ce sur quoi ils devaient respecter le mien, ils savaient bien comment je travaillais. Du coup, ils savaient que s'ils m'aidaient sur les choses importantes, ils savaient que ça allait être comme ci, comme ci, comme ça. Et moi, je savais que sur leur truc à eux,
Là, il fallait que je prenne le temps de discuter, le temps de... et puis de leur laisser faire les choses, même si ce n'était pas ce que j'aurais fait. Mais alors là, du coup, à un moment, on s'est posé la question, je leur ai demandé, mais est-ce que je peux vous reparler quand même de certaines choses qui sont dans votre domaine? Ou est-ce que, voilà, maintenant que je vous l'ai confié, là, j'ai plus le droit de rien dire, parce que sinon c'est un abus de pouvoir. Et on a cherché. Ils m'ont dit, mais si on est juste toi et un de nous, en fait, ça nous démotive parce qu'on a toujours l'impression que tu es le patron et que donc du coup, de toute façon, on aura tort. De toute façon, tu feras ce que tu voudras. Alors on a réfléchi plus et on s'est dit, bah, finalement, pour les points qui touchaient leur domaine à eux, si j'avais envie de pouvoir reposer une question, alors on allait se voir à trois, les trois curés. Et poser la question et voir ce que dit l'autre, ce que disent les autres. Et là, du coup, c'était fort parce que ça a objectivé les choses. Ça veut dire que s'il y avait un frère qui pensait à quelque chose, mais qui voit que les deux autres pensent le contraire, ben là, il sait que, bon, là, c'est quand même des frères qui ont du jugement, qui sont équilibrés, qui ont une passion pour la paroisse, et que donc, il vaut mieux renoncer à ça et faire ce que les deux pensent. Ouais. Et du coup, c'était plus simplement le frère contre moi ou moi contre le frère, mais c'était de voir ce que, sur trois, ce que pensent deux ou ce que pensent trois. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir, parce qu'il y a des fois, par exemple, je connaissais des gens, mais du coup, qu'ils étaient dans dans une dimension qui était l'idée, dont le responsable était un autre frère. Mais moi, je connaissais toute leur histoire, je connaissais tout. Donc, il y avait des fois où le frère ne connaissait pas et du coup, il pouvait être un peu plus dur pour faire respecter les règles. Ouais. Et de pouvoir, là, ça me permettait de dire, mais voilà, c'est ça, la situation c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, de voir, voilà, avec les deux autres, qu'est-ce qu'ils pensent. Et si l'autre pensait la même chose que moi, le troisième disait, bon, allez, ok, on fait comme ça. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est capital parce que sinon, même des gens qui veulent coopérer vont terminer par se cogner dessus. Vous voyez, nous, les frères, on veut coopérer, on veut faire les choses ensemble. Mais à la fin, chacun fait son truc dans son coin parce que sinon, on va se taper dessus. Vous voyez, parce que justement, on a mal délégué. On a délégué des choses qu'on ne pouvait pas déléguer. Et du coup, on a empiété sur des choses où on aurait dû lâcher. Ouais. Et puis, voilà, comment retoucher un point sensible, c'était ça. L'autre chose, c'était d'être très précis. Donc voilà, vous voyez un peu pour toute cette partie sur l'équipe. Ah oui, pardon. Enfin, oui, le dernier point qui est capital, c'est la formation permanente, en particulier sur la vision et sur la compétence, les deux choses. C'est ça qui va faire que votre équipe, elle va marcher de mieux en mieux. Parce qu'au fur et à mesure, la vision va être de plus en plus partagée, de plus en plus affinée et de plus en plus forte. Et d'un autre côté, la compétence aussi. Ouais, la compétence va augmenter, ce qui fait que non seulement je sais que l'autre est passionné par ça, mais en plus, il le fait de mieux en mieux. Donc, je suis de plus en plus tranquille pour le laisser prendre des responsabilités. Voilà. Donc là, vous voyez, pour terminer sur cette importance de l'équipe. Donc, je ne sais pas, 29, je vous donne la conclusion, et puis après, ceux qui veulent, on prie. Et ceux qui veulent, eh ben, vous pouvez rester pour questions-réponses. D'accord? Ça vous va? Donc, juste, on va passer à la conclusion. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que maintenant, c'est à vous de jouer, parce que, en fait, c'est ça l'histoire du leadership. C'est que les choses bougent si moi je bouge. Hein, finalement, le seul responsable dans l'histoire, c'est moi. C'est moi si je lui mets les ressources intellectuelles, créatives, imaginatives, volontaires
pour y arriver. Si ça ne bouge pas, finalement, je peux m'en prendre qu'à moi seul. C'est pour ça que quand des gens qui ne font que pleurer sur leur pays, ou que pleurer sur leur groupe, ou que pleurer sur l'Église, le pape lui-même disait dans Evangelii Gaudium, c'est complètement stérile, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est juste, ça stérilise les forces. Par contre, voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Et est-ce que ça a été suffisamment intelligent pour que ça bouge? Voilà, avec tous vos talents. Et puis, surtout, voilà, ce que moi je vous demanderais, c'est vraiment cette, vous voyez, ce fait de faire passer, ce qu'on disait tout à l'heure de la chaîne. Si ça s'arrête à la 2e ou 3e génération, finalement, ce qu'on aura fait ici, c'est sympa. C'était très intéressant parce que ça a permis d'approfondir des choses et puis vous écoutez bien, vous réagissez bien, donc c'est très, très agréable. Vous voyez, mais on n'aura rien changé nulle part. On restera exactement au même niveau qu'on était avant de rentrer dans cette salle. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment quelque chose où, si le Seigneur nous donne ce goût, cette force, cette soif, de pouvoir faire changer les choses, voilà, il faut aller jusqu'au bout, il faut entraîner les autres dedans, et il faut vraiment toujours rappeler, vous voyez, cette chaîne, pour que, voilà, ça ne touche pas simplement nous, mais que ça puisse transformer, pas simplement les petites choses autour de nous, sinon vraiment la société, sinon vraiment même, imaginez, si vraiment on vit ça, on fait du leadership chrétien ici, mais ça va transformer le Togo, mais après le Togo, mais ça va transformer les autres. Vous voyez, c'est ce que dit le Deutéronome quand ils disent, mais quelle nation a des lois comme les nôtres? Et quelle nation a un Dieu qui est aussi proche de nous? Si le Togo vit vraiment le leadership chrétien, mais les autres pays de la sous-région vont dire, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que eux ils font ça et ils y arrivent et que nous on n'y arrive pas? Vous voyez? Et là, c'est ça, c'est qu'une fois que la chaîne est partie, s'il n'y a pas quelque chose qui la bloque, mais ça a une possibilité, c'est exactement comme les dominos. Quand vous voyez tous les trucs de dominos là, vous en avez un qui cogne, mais après c'est des milliers de dominos qui cognent, et si vous en mettez 3 en même temps, il y en a un qui part par là, un par là, un par là. Ouais, jusqu'au moment où ça s'arrête. Et là, c'est terminé. Ouais. Voilà. Et puis, se souvenir, voilà, que dans le leadership chrétien, on ne peut pas être leader sans nos frères. Et que, justement, le Seigneur a choisi 12 apôtres, et qu'il y a toujours chez nous cette nécessité de vivre le leadership pour nos frères et avec nos frères. Pas simplement pour nos frères, avec nos frères. Et que, vous voyez, ça va être même un des points, qui nous distingue. C'est-à-dire que on ne peut pas être un leader chrétien et couper des têtes. On ne peut pas être un leader chrétien et mettre des gens de côté. Vous voyez, ça c'est contre, le fait même d'être un leader chrétien. Hein. Voilà, donc merci bien pour votre attention, et puis j'espère que l'Esprit Saint vous aidera à concrétiser ça, hein, avec les quelques petites choses que j'ai pu vous donner, pour que ça soit le début, de vraiment une transformation du pays, et transformation de l'Église aussi, hein, transformation de nos cœurs, de nos familles. Voilà. Et bien, si vous voulez, on va terminer par une petite prière. Vierge Marie, toi qui as accompagné Jésus dans tout son ministère public, dans toute sa vie, toi qui a été pour lui ce cœur qui écoute, toi qui l'a mis en valeur, toi qui a permis au servant de Cana de recevoir son influence, toi qui a aidé tous ceux qui allaient vers lui à
à le découvrir en profondeur et à se laisser attirer par lui. Sois notre Mère. Permets-nous, à travers toi, de recevoir cette influence de Jésus, de le laisser s'incarner en nous, de le laisser rayonner à travers nos cœurs, à travers nos personnes, pour que nous puissions être comme ce grain de blé qui porte du fruit. Oui, bien sûr. Parce que y a la vision, c'est que c'est sur l'avenir. Normalement, c'est quelque chose à long terme. Donc normalement, ça bouge pas trop. Mais après, dans le concret, la manière de l'adapter, ça, par contre, ça va bouger. Ça, c'est sûr. En plus, il y a des moments où certaines choses vont, vont devenir acquises. Par exemple, je sais pas moi, je connaissais une paroisse où qui était un peu morte et donc du coup, ils voulaient redonner de la vie. Donc au bout d'un moment, il y avait vraiment de la vie. Donc ça, c'était plus quelque chose, c'était quelque chose qui était important, qu'il fallait garder, mais ça, j'allais dire, ça suffisait plus. Et donc là, ils sont passés à un moment, ils se sont rendus compte que oui, il y avait beaucoup de vie, mais il y avait encore beaucoup de personnes qui se sentaient exclues à cause de leur situation sociale ou maritale, ou etc., ou sexuelle, ou etc. Donc là, ils ont découvert qu'il fallait justement donner en tout cas décliner la même vision, mais sur une autre dimension, ce qu'ils n'avaient pas vu au départ. Donc il y a, dans le fond, ça ne change pas vraiment. Mais dans le développement ou dans les dimensions que ça atteint, alors là oui, ça peut changer. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Bon, je vais juste... ça suppose qu'avant de faire évoluer sa vision, il faut que l'objectif qu'on s'était fixé soit atteint, ou bien, par la force des choses, on peut être obligé de... Très bonne question. En fait, qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'il faut éviter de changer trop. Parce que ça, c'est généralement ce qu'on fait avec des plans. Ça veut dire que quand on change trop, c'est que la vision a tendance à être pas assez profonde, ou pas assez ample, ou pas assez enracinée. Parce que normalement, la vision, c'est justement, c'est pas à long terme. C'est pas à court terme, pardon. C'est, vous voyez, ce que je vous montrais du pôle de formation de la Louvain Valley, ça, c'est pas dans 5 ans qu'on va voir ça. Si on a ça dans 30 ans, là, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Et même, à mon avis, dans 30 ans, on aura encore des choses à faire. Mais on pourra peut-être orienter un peu différemment. Il y aura peut-être des choses qui sont déjà en place, et on verra que par contre, on avait oublié telle ou telle chose. Parce que la vision, c'est pas directement comme un plan, c'est pas quelque chose que je réalise et je peux dire à un moment, c'est bon, on a atteint l'objectif. Je sens qu'il y a des parties qu'on a réussi à atteindre, mais on n'a pas tout atteint, et même les parties qu'on a atteintes, on peut continuer à les approfondir. Par contre, je peux peut-être sentir que les priorités ont dû changer. Mais c'est vrai qu'il faut que je fasse très très attention en changeant les priorités, à savoir si je change quelque chose de constitutif de la vision, ou si je change quelque chose, j'allais dire, de périphérique. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, on dit que la paroisse universitaire s'occupe des universitaires. Si à un moment je dis il y a trop de difficultés, les examens, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, donc finalement on va plutôt s'occuper des malades. Alors là il y a un gros problème. Là il y a un gros problème, parce que là je ne touche plus ce qui m'a fait exister. D'accord, ce qui est ma raison d'être, ce qui est mon identité. Par contre, si je dis
voilà, il y a des choses, par exemple, on a oublié les anciens étudiants. On n'avait pas pensé à ça au début. Ou on a oublié, je sais pas moi, ceux qui veulent aider les étudiants. Ou on a oublié les futurs étudiants. Et qu'on se dit, ah bah tiens, ça, il faudrait qu'on le rajoute. Ça ne touche pas directement le noyau de la vision. Ouais. C'est pour ça qu'en général, on fait l'énoncé de vision. Parce que l'énoncé de vision, normalement, ça ne change pas. Parce que, on concentre ce qui fait l'ADN de ce qu'on fait. Donc on sait que si on change ça là, c'est pas des choses périphériques qu'on est en train de changer. C'est vraiment le cœur qu'on est en train de changer. Et là, il faut vraiment demander au bon Dieu si c'est ça qu'il veut. Voilà. Parce que souvent, c'est qu'on a peur face aux nouveaux défis qui arrivent. Souvent, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'il y a des défis qu'on n'avait pas prévus et qui balayent tout d'un coup là. Et on n'a pas les moyens. Avant, on avait les moyens de gérer et on n'a plus les moyens de gérer. Et alors, du coup, on panique et on se dit, bon, alors dévions. Alors que là, c'est le moment de se dire, non, là, c'est le moment où jamais de sortir la tête de la boîte, de faire le tour du monde s'il le faut, mais de voir comment on peut répondre à ça. En fait, ça doit être constitutif de l'équipe. Ça veut dire que, on dit en fait, si tu es dans l'équipe, c'est bien sûr parce que tu es une personne extraordinaire, hein, mais cette équipe, elle a un but, elle est faite pour ça. Donc, ce qui fait que tous, on est dans l'équipe, c'est parce que justement, on est passionné par ça et c'est parce qu'on veut ça. Donc, ça veut dire que ça fait partie, justement, entre guillemets, des non négociables. C'est-à-dire que le jour où il y en a un, nous, que ce soit moi, ou que ce soit toi, ou que ce soit l'autre, finalement, qui ne voit plus vraiment l'intérêt de cette chose-là et qui n'est plus tellement passionné par ça, ben finalement, lui-même, il doit reconnaître qu'il n'a plus sa place dans l'équipe. Parce que justement, l'équipe, c'est ce qui doit faire bouger vers la vision. Donc si la vision ne me fait plus bouger, mais je vais bouger personne. Donc je peux faire partie encore de la grande communauté, parce que c'est encore quelque chose que j'aime, même si ça ne me passionne plus, parce que j'aime les gens qui y participent, mais je ne peux plus faire partie de l'équipe. C'est pour ça que dans une équipe en général, il vaut mieux donner un laps de temps. C'est-à-dire on est là pour 1 an, renouvelable. Et puis après on renouvelle s'il faut, etc., etc. Mais d'avoir la possibilité de casser sans que ça soit un drame. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est que ça devienne personnel. C'est qu'en fait, je te vire, et moi, je sens qu'en fait, tu m'as viré parce que, voilà, je dis plus amen à tout ce que tu dis. Alors qu'en fait, non, c'est qu'on est plusieurs à voir qu'en fait, objectivement, la vision, c'est plus ton truc. Donc là-dessus, par contre après, c'est vrai qu'en tant que chrétien, il y a manière et manière de faire, ça c'est sûr. Je ne vais pas t'empoisonner pour que tu ne fasses plus partie de l'équipe. Mais ça fait partie de la saine organisation. Voyez, sinon, on fait exactement ce qui empêche l'Église d'avancer. Voyez, on laisse quelqu'un à la chorale alors qu'il ne sait pas chanter. Si on lui demande de ne pas être à la chorale, c'est pas qu'il est mauvais, c'est pas que c'est une mauvaise personne. Non, c'est qu'elle ne sait pas chanter. Alors soit elle peut apprendre, mais si même en ayant appris, elle n'arrive pas, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'elle soit autre chose. Elle peut peut-être très bien lire. Et là, elle donnera exactement tout ce qu'elle peut donner. Ou elle peut peut-être très bien faire l'accueil, ou très bien. Mais peut-être que le chant, c'est pas ça. Et ça, tant qu'on n'aura pas... tant qu'on essayera de faire, j'allais dire, plus un truc où on essaye de se faire plaisir à tous, plutôt de se dire que non, en fait, tu as des talents qui sont objectifs et qui peuvent servir à quelque chose qui fait grandir tout le monde. Tant qu'on ne sera pas dans cette logique-là, et ben en fait, on restera médiocre. Et du coup, il n'y aura pas de passion, ça c'est sûr. Tant qu'on est médiocre, il n'y a pas de passion.
Alors. Et j'aimerais revenir sur le rôle du premier suiveur. Ouais. Vous voyez que le premier suiveur est sur le rythme de l'univers. Il est d'accord avec sa vision. Maintenant, au cas où, arrivé à un moment donné, il devient radical à ce qui se fait. Comment gérer ça? Mais en fait, c'est là où c'est comme dans un couple. Hein. C'est que ça doit être la communication. C'est-à-dire que je suis en communication constante et en communication constante sur les choses qui sont importantes. C'est-à-dire que entre le premier suiveur et le leader, entre le premier suiveur et la première équipe, mais c'est pas des discussions sur d'abord ce qu'on doit faire. Ça doit être des discussions d'abord sur la vision. Et si on sent qu'à ce niveau-là, il y a des choses qui commencent à clocher, dans ce cas-là, on essaie de prendre le problème le plus possible à la racine, parce qu'on sait qu'après, c'est comme un divorce. Ça va être des règlements de compte, ça va être horrible, quoi. Horrible. Donc on sait que, au contraire, vous voyez, la vision, c'est pas un truc sur lequel on se met d'accord au début. C'est un truc sur lequel on échange constamment, parce que on sait que là-dessus, il faut absolument qu'on soit d'accord, et que cette vision, elle va se développer, elle va, prendre des choses différentes, elle va corriger, Or, si moi, je suis le seul à le savoir et que les autres derrière ne savent pas, eux, ils sont partis sur l'autre truc. Exactement comme dans un couple. Si moi, au début, on a parlé de qu'est-ce qu'on voulait comme projet de vie pour notre couple, mais que petit à petit, moi, j'ai vu d'autres choses, etc., et j'ai déjà commencé à faire mes plans, à voir comment ça pourrait être, etc., et que pour moi, c'est déjà un acquis, mais que j'en ai pas parlé à l'autre. Le jour où je vais en parler, l'autre, il va me dire, mais tu étais en train de me trahir, là. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais... Comment tu fais ça et tu m'en parles pas? Tu vois? Donc, ce qui est le plus important, voyez ce que je disais. Le rôle du leader, c'est que le plus important reste le plus important. Ouais, que le plus important, ça reste le plus important dans les discussions. Que le plus important, ça reste le plus important dans les décisions. Que le plus important, ça reste le plus important entre les personnes. Voyez, que le rôle du leader, c'est de faire qu'en fait, on ne va pas enlever notre doigt de la couture. Qu'on ne va pas petit à petit se dire « Ah, mais les étudiants, c'est super, mais en fait, les entrepreneurs, ça paye mieux. » Voyez, donc, allons du côté des entrepreneurs. Non, il va dire « Non, attends, nous, on n'est pas là pour les entrepreneurs, on est là pour les étudiants. S'il y a des étudiants entrepreneurs, alors dans ce cas-là, on les aide. Mais les entrepreneurs, on n'est pas là pour ça. » Ouais. Et ça, ça doit être... Vous voyez, c'est vraiment le rôle du capitaine. C'est celui qui monte la direction et qui fait qu'on ne lâche pas cette direction. Mais qui sait que pour qu'on aille dans cette direction et qu'on ne lâche pas cette direction, il faut que tout le monde soit convaincu de cette direction. Et que donc son travail, c'est pas... Vous voyez, le rôle du capitaine, c'est pas de faire le journal de bord non, ça, il y a très bien d'autres qui peuvent faire ça. Mais par contre, de leur rappeler que, comment on fait le journal de bord en fonction de la finalité? Comment on traite les machines en fonction de là où on veut aller? Comment on va prendre soin du bateau ou de la bouffe? Ou comment on va faire le menu en fonction de ce qu'on veut aller? De là où on veut aller? Ouais, c'est ça qui est capital. Le reste, c'est pas lui qui fait le menu. Là, c'est le cuisinier qui fait le menu. Mais c'est lui qui lui dit, tu fais le menu parce que on va là-bas, ça va prendre du temps et qu'il va falloir qu'on fasse des efforts. Donc les deux livres qu'a fait le père James Malone, c'est le manuel de survie d'une paroisse. Ça, à la rigueur, ceux qui sont vraiment intéressés, faites-moi signe. J'essaierai de voir comment je peux essayer de vous dégoter ça. Et le deuxième, c'est celui-là. C'est comment démarrer. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait dans son autre livre, il montre comment, pas à pas, faire. C'est comme un livre d'exercice pour construire la vision, pour construire l'équipe, pour dégager les valeurs, etc. C'est quelque chose qui vaut vraiment son pesant d'or. Et dedans, justement, il va vous aider à voir à peu près comment faire une équipe. En gros, ce qu'il faut pour une équipe, c'est qu'elle soit pas trop grande et pas trop petite. Parce que trop petite,
c'est des histoires de personnes, et puis ça ne va pas être efficace. Et trop grand, ça ne sera pas efficace non plus, parce que si tout le monde doit donner son avis, et que vraiment l'avis de chacun compte, ça ne sera pas possible. Mais donc il faut entre les deux. Donc en gros, ce qu'on disait, c'est un groupe entre 8 et 12, quoi. Pour une équipe qui soit vraiment efficace, qui puisse se réunir souvent, qui puisse garder le cap, qui puisse... Ça, c'est ça. Après, il y a d'autres, chacun va avoir sa propre équipe. Il y a des équipes qui peuvent se réunir tous les mois, tous les machins. Enfin, après, ça dépend ce qu'on va chercher à faire. Mais l'équipe qui est proche, généralement, c'est toutes les semaines, et c'est ou toutes les 2 semaines, et entre 8 et 12, à peu près. Alors, en fait, c'est qu'il faut se pencher sur qu'est-ce qui va construire la confiance. Parce qu'en fait, il y a un moment, si vous voulez, dans la vie de l'équipe, c'est que on va être obligé de se faire confiance. Parce que si on ne fait pas confiance, on ne pourra pas atteindre l'objectif. Parce qu'en se méfiant les uns des autres, on ne va pas aller loin. Donc, il va y avoir plusieurs choses sur lesquelles on va devoir travailler. D'abord, les rapports interpersonnels. Savoir que si tu m'as présenté ta famille, que je suis allé manger du foufou chez toi, que je connais tes parents et tout, si toi, après, tu me trahis et tout, tu sais que, quand même, je risque d'aller en parler à tes parents, quoi. Ou à ta femme, ou etc. Tu vois. Donc, déjà, c'est quelque chose où je sais que, voilà, quelqu'un qui me présente sa famille, normalement, ça va être autre chose. Ou quelqu'un qui me présente ses amis, ou son curé, ou... si en plus je partage avec lui, je vois qu'il a les mêmes centres d'intérêt que moi, etc. Si je vois qu'il est passionné par la vision, si je vois que sur certaines choses, justement, lui aussi, il a le désir de cette confiance entre nous. Après, j'essaie justement de voir comment on va pouvoir renforcer la capacité de chacun à résister aux pressions de l'extérieur, etc. Donc en fait, si tu veux, c'est pareil. C'est de se dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a vécu comme si la confiance, c'était quelque chose d'immédiat. Soit je te fais confiance, soit je te fais pas confiance. Alors qu'en fait, non. Donc il va falloir qu'on mette toute notre intelligence, et nous, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire à la Lumen Valley, de se dire, bon, imagine, comment faire la confiance entre des Kotokoli, des Kaviers, des Évés, des musulmans, des catholiques, des animistes, tous ces gens-là, qui normalement vivent chacun de leur côté, se font même pas confiance dans leur propre ethnie ou dans leur propre religion, et nous, on met tout ça ensemble là, et on veut qu'ils se fassent confiance. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on invente. Il va falloir qu'on mette toute notre intelligence à voir, mais comment on va pouvoir faire grandir ça. Parce que si on ne le fait pas grandir, ça va exploser. Donc pour le moment, je te dis, c'est les pistes qu'on a vues, c'est vraiment la vision, parce que quand tout le monde veut le faire, et tout le monde est passionné par ça, et tout le monde sait que sa vie en dépend, parce que c'est du travail, etc. Et puis c'est de la fierté, déjà, tu sens qu'il y a beaucoup moins de méfiance. Quand en plus, on peut discuter et on peut avoir des moments de discussion profondes sur la religion, et de voir que toi, tu n'es pas en train de me taper dessus, et moi non plus, etc., c'est déjà aussi quelque chose. De voir que de temps en temps, tu me rends service dans ta communauté, pour moi qui ne suis pas de ta communauté, là aussi, c'est des choses qui m'interpellent. De voir qu'on peut avoir les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt, de voir que on est en communication constante, que tu me dis ce que tu fais, je te dis ce que je fais, tu me dis ce que tu sens, je te dis ce que je sens, etc. Et que du coup, je sens exactement quand tu commences à t'éloigner, ou au contraire quand tu es vraiment présent et qu'on peut vraiment parler. On essaie de voir comment justement on devient vulnérable les uns aux autres, qu'il n'y a pas un gros mur, mais que petit à petit, je commence par te confier quelques petites choses de ma vie, toi aussi, et puis petit à petit des choses un peu plus profondes, et toi aussi, et petit à petit des choses un peu plus sensibles, et toi aussi, et de voir on peut avancer comme ça. Après, l'autre peut toujours me trahir un jour ou l'autre, mais pour qu'en ayant fait tout ça, l'autre me trahisse, ça sera quand même pas aussi facile que si on s'était juste connus comme ça, quoi. Ça c'est sûr.